C'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. Dans le Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé. Du bonhomme, là, c'est pas Zizou. Là, c'est pas Zizou. Là, c'est truc. Je vais faire le choix du cœur, je dirais Ronny, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Lucas peut jouer ici, peut jouer là, c'est l'attaquant. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 6 de Jeux en triangle. Je retrouve les amis Geoffrey Steins et David Hernandez, des milieux de terrain indispensables à tout bon jeu en triangle. Moi je ne suis qu'un humble latéral. Comment va-t-on aujourd'hui, messieurs? Tu distribues le jeu avec brio, Arthur, faut pas... En faux pied, à la joie au conseil. Bah écoute, ça va très bien. Hein. Comme tous les jeudis de vous retrouver, c'est toujours un plaisir. Ouais, très bien, surtout avec le trio qui nous attend là. Ça sent les années 2000. Ça sent la nostalgie. Ah, ça sent jour de foot. Ah ouais. On rappelle le principe de ce podcast, on prend 3 joueurs du même poste, actuels ou à la retraite. On échange au sujet de ces 3 joueurs, de leur parcours, de ce qu'ils nous ont procuré comme émotion. Et à la fin, chacun les classe en 3 catégories, titulaires, sur le banc, au placard. Avant de se lancer, on vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les plateformes, de Deezer à Apple Podcast en passant par Spotify. Donc si vous le souhaitez, abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles et partagez ce qu'on fait, ça nous aidera beaucoup. Et puis retrouvez-nous sur Twitter et Instagram. Messieurs, on va se lancer dans notre premier sujet entièrement rétro, ou presque, parce qu'il y en a un qui fait un peu de résistance, pour se concentrer sur notre Ligue 1 en majeure partie. Aujourd'hui, on a choisi 3 buteurs mythiques du début des années 2000, puisque entre la période Stéphane Guivarch en 98 et l'arrivée d'Ibrahimovic au PSG en 2012, ce sont les 3 seuls joueurs qui ont terminé 2 fois meilleurs buteurs du championnat de France. C'est parti pour un débat autour de Sonny Anderson, Djibril Cissé et Pedro Miguel Paoletta. Oh, Denis Balbir sort de ce corps. Les bases sont posées, préparez la bombe à cheveux et vos meilleurs accents franco-portugais. C'est parti pour l'échauffement. David, tu veux te lancer ou Geoffrey? Peu importe. Pour commencer par Sonny Anderson, je vais vous surprendre un petit peu, amis lyonnais. La révélation, on va dire, c'est 97 pour moi, vraiment où je tombe dans la marmite parisienne. Et puis, il y a ce Lyon, fin des années 90, début des années 2000, que j'aime bien. Voilà, je reste supporter du PSG, mais j'ai de l'affection pour ce Lyon. Et je vais même acheter le maillot de l'OL avec le énorme pâté au milieu, floqué. Genre, c'est insupportable quand il fait chaud, mais il est vraiment énorme. Et je suis au Stade de France pour la finale de la Coupe de la Ligue, Lyon-Monaco, en 2001, que Lyon va gagner en prolongation sur un but de Patrick Muller, si je ne m'abuse. Et en fait, si j'aime tant ce Lyon-là, c'est à cause de Sonny Anderson. Sonny Anderson, je l'adorais. Grande classe à la brésilienne, toujours le smile. Et j'avais vraiment beaucoup d'amour pour Sonny Anderson. Et donc voilà, j'avais cette petite période d'affection pour l'Olympique Lyonnais. Ça a bien changé, rassurez-vous. Djibril Cissé. On a sorti une pointe de haine là quand même. Djibril Cissé pour moi c'est la JOCR. C'est la JOCR du début des années 2000, la fin de la JOCR de Giroud. C'est la JOCR comme on disait juste avant d'enregistrer, maillot Kappa, serré, enfin moulant même, PlayStation 2, Capo, Fadiga, Boumsong Mexes, Lachuer. C'est que du bonheur cette équipe d'OCR, vraiment un frisson à chaque match. Donc voilà, vraiment Djibril Cissé pour moi c'est ça, et c'est sa relation fusionnelle dont on parlera après avec Giroud, et qui pour moi est vraiment un symbole de ce qu'est Cissé, c'est-à-dire un gars qui marchait beaucoup à l'affect. Et Paoletta c'est vraiment la plus grande idole que j'ai eue au PSG. J'ai commencé à être abonné au Parc des Princes en 2005, donc voilà, j'ai vécu 3 ans, mes 3 premières années d'abonnement avec Paoletta. Et la relation qu'il avait avec le parc, c'est quelque chose qui m'a marqué à jamais. L'amour qu'il avait de ce maillot, en tout cas ce qu'il montrait tous les week-ends de ce qu'il avait d'amour pour le PSG, c'était très très fort à vivre comme supporter. Et donc l'image que je retiens, c'est ses adieux contre Saint-Etienne au Parc des Princes, et après même contre Lyon à la finale de la Coupe de France, avec les Paoletta du public. Vraiment, c'est des moments qui me donnent des frissons énormes à chaque fois. Je vais pas aller plus loin, mais ça peut aller plus loin que les frissons. Et non, franchement, voilà, le gamin de 14, 15, 16 ans qui a grandi en tant qu'amoureux du PSG, il est obligé d'être très très lié à Paoletta. David ? On va continuer sur Paoletta.
Bah, il y a forcément son but dans le Classico contre l'OM, le fameux lob excentré, et aussi sa célébration, l'aigle des Açores. Mais au final, moi j'ai un souvenir, c'est plus par rapport à la sélection portugaise avec l'Euro 2004. En fait, dans cet Euro, il brille pas parce qu'il met 0 but. Mais j'avais 13 ans à l'époque et c'est vraiment le premier tournoi où je comprends le foot. Et en fait, ce Portugal, je le trouvais super sexy avec les débuts de Cristiano Ronaldo. T'avais la bande du Porto de Mourinho avec Deco, le duo Maniche-Costinha. Et t'avais encore les vieux briscards que sont Figo, Rui Costa ou Fernando Couto. Et du coup, c'est ce tournoi qui me fait penser à Paoletta avec ce Portugal sexy. Tu faisais l'autre de Paoletta, moi ça va être de Sonny Anderson du coup. Sonny, en tant que fan de l'OL, mes premiers pas à Gerland, c'est avec l'arrivée d'Anderson, donc j'ai 7 ans. C'est le début d'une grande aventure, personnellement et puis pour le club. Et après, si je dois ressortir un but, ça serait celui contre l'Inter de Milan en 2002. Parce que du coup, on gagne là-bas et on est la première équipe française à s'imposer à San Siro dans l'histoire. Et c'est en même temps un but symbole pour moi d'Anderson avec cette frappe surpuissante sortie de nulle part, décochée à une vitesse folle. Et cette petite célébration avec ces petites danses de samba, ces petits pas de samba à côté du poteau de corner. C'est le début de cet OL do Brasil et aussi de cet OL qui va commencer à se faire un nom sur la scène européenne. Et concernant notre ami Djibril Cissé, il y a ces coupes de cheveux farfelus sorties de nulle part, un peu à la Dennis Rodman pour ceux qui sont fans de NBA. Mais ce qui va me marquer, au final, ça va être cette blessure contre la Chine en 2006, on va sûrement y revenir après. Il en avait déjà eu une la saison d'avant. Et pour moi, c'est vraiment la bascule dans sa carrière. Il y a un avant et un après. Il ne fait pas la Coupe du Monde 2006. Il est prêté à l'OM. Et c'est vraiment ce qui va faire basculer sa carrière peut-être du mauvais côté, comme on le verra plus. Alors du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur Cissé, j'ai le même souvenir que toi. C'est un souvenir du stade pour ma part, parce que j'étais dans ce stade de seconde catégorie qui est Geoffroy Guichard, avec mon père et mon frère. Et on est derrière le but ce soir-là. Et c'est vrai qu'on comprend pas trop ce qui se passe sur cette blessure. Vu d'en haut, ça n'a pas l'air très impressionnant comme ça, le contact. Et on apprend ensuite sur Internet ce qui s'est passé. Donc c'est un souvenir assez particulier. Et en fait, c'est tout le souvenir autour de ce match-là, plus largement que Cissé. En fait, c'est le pénalty de raté de Zidane, alors que c'est son dernier match en France avant le départ à la Coupe du Monde. C'est le but exceptionnel d'un défenseur chinois contre son camp, reprise de volée pleine lucarne. Donc c'est un souvenir assez particulier, assez fort de stade que j'associe à Djibril. Ensuite, Sonny Anderson, alors moi c'est le but à Gerland contre l'Inter lors du 3-3. Cette action de classe incroyable terminée par une frappe du gauche pleine lucarne. Avec Eric Carrière, voilà, beaucoup d'amour. Un jeu lyonnais qu'on aimerait retrouver un peu en ce moment, mais c'est plus compliqué avec Karl Toko Ekambi. Et du coup, cette célébration maillot sur la tête. Et puis c'est une époque aussi, l'époque des débuts de Govou, etc. Les jolis maillots de l'OL, ils avaient vraiment des très beaux maillots à l'époque, les maillots rouges et tout là. Donc voilà. Et puis Pedro, alors je vous ai bassiné avec ça déjà, mais c'est son but contre l'OM. Alors le petit enroulé sur la passe de Fabrice Pancrate, c'est le combo entre la satisfaction visuelle dans l'enroulé qui est très joli à regarder. Et puis évidemment les commentaires de Denis Balbir. C'est-à-dire qu'il hurle Pedro Miguel Paoletta. Et donc on est clairement sur un top 10 de mes vidéos préférées sur YouTube. Avec 9 sur 10, c'est des caméras cachées de François Lambrouille. Mais la 10e, c'est Pedro Miguel Paoletta. Ce qui est beau avec Balbir et Paoletta, c'est que j'ai vu un but qui me compte Carquefou en Coupe de France. Et qui te lâche pareil, le Pedro Miguel Paoletta. Il est tellement content de le faire. Allez, c'est parti messieurs, on peut passer au match. On va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On se lance avec Sonny Anderson pour ce match. Sonny Anderson qui a aujourd'hui 50 ans, un joueur d'1m81. L'aventure a commencé évidemment au Brésil, Vasco da Gama, Guarani, et puis ensuite la Suisse avec le Servette. Et puis commence l'aventure en France, l'OM, Monaco, un passage au Barça durant 2 saisons, Lyon, Villarreal, puis une petite fin tranquillement au soleil au Qatar. Qui se lance sur Sonny Anderson, messieurs? David, le Lyonnais de l'étape. Le Lyonnais.
Pareil, du coup, j'en ai un peu parlé durant l'échauffement, mais quand tu parles d'Anderson pour un supporter lyonnais, c'est le début d'une grande épopée. C'est la pièce centrale de l'explosion de l'OL qui passe d'un club familial qui joue quand même les premières places avec des gamins de la maison comme Laville, Caviglia, Kanouté. Et son arrivée, au final, c'est un vrai pari parce qu'il reste sur une saison un peu compliquée du côté du Barça. Et du coup, le Aulas et Pathé, qui est actionnaire aussi de l'OL, décide de mettre 18 millions, qui à l'époque est un record pour l'OL. Et Pour le championnat de France, plus largement, je crois. Ouais. Du coup, pour moi, c'est ce genre de joueurs qui te font passer un cap. Alors, c'est pas du tout comparable, mais je le fais aussi un peu la comparaison avec Ibra qui arrive au PSG. Quand Ibra débarque à Paris, tu sens déjà dans le regard des gens que le PSG change de dimension. T'as plus du tout le même regard. Et là, je trouve qu'avec Anderson, tu vas chercher un mec qui est peut-être remplaçant dans un top club européen, mais il va te faire passer ce stade qu'on n'arrivait pas à passer encore à l'OL, qui restait quand même un club européen, mais sans plus d'ambition. On parlait d'Éric Carrière tout à l'heure et du duo avec Govou. Et moi, au final, c'est en revoyant des vidéos, c'est cette relation avec Éric Carrière qui m'a fait vraiment kiffer. En fait, c'était le parfait mix entre le jeu à nantaise et ce toucher de balle de Carrière, toujours très fin, etc., conjugué à la finesse technique brésilienne, à cette grinta aussi qu'il avait. C'est mes premiers souvenirs au stade et c'est ce qui reste aussi actuellement, même 20 ans après, quoi. C'est vrai que je pense que Détroit, c'est celui qui a la zone d'action, la zone d'influence la plus grande. Il pouvait vraiment se décaler sur les côtés, décrocher. C'était un très bon joueur dans le jeu, dans les combinaisons plein axe. Il arrivait très souvent à trouver des décalages, à combiner. Je le trouve vraiment, vraiment intéressant là-dedans. Joueur assez facile à intégrer dans un collectif, et en fait, ça se voit à Lyon. Parce que même s'il est très vite le leader naturel de l'attaque lyonnaise, même de toute cette équipe. Mais tu sens que tu peux le mettre en pointe, tu peux le mettre un peu sur un côté. Il va toujours réussir à s'adapter, à faire les choses qu'il faut pour bien jouer. Et c'est un vrai, vrai leader. En tout cas, à l'OL, il a été ça. Je pense plutôt dans sa carrière, c'était plus compliqué. Mais à l'OL, il s'est vraiment investi de cette mission de faire passer le projet lyonnais dans une nouvelle dimension. Et il a complètement réussi parce qu'en fait, il a l'impact sur le terrain et aussi une aura en dehors qui est exceptionnelle pour l'OL. En fait, aujourd'hui, on associe l'OL à un club très brésilien. On le voit encore aujourd'hui maintenant avec Juninho qui est revenu comme directeur sportif. On a de nouveau cet afflux un petit peu de joueurs brésiliens à l'OL. Mais en fait, tout ça n'aurait certainement pas existé sans Sonny Anderson. C'est clair qu'il a cette particularité en fait d'avoir un impact dans les clubs dans lesquels il est passé et ça dépasse même l'OL. C'est-à-dire que je me suis amusé à regarder un petit peu. Quand il est à Monaco, il gagne le championnat de France avec Monaco. À l'époque, Monaco attend son titre de champion de France depuis 9 ans. Et ils sont champions quand il est là-bas. Au Barça, il a une importance bien moindre, je vous l'accorde. Il fait moins de matchs, mais voilà, il va quand même se frotter à des joueurs d'un plus haut niveau. Il y a Figo à l'époque, il y a Rivaldo, il y a des grands noms, il y a même Kluivert après qui explose. Et donc quand il est là-bas, 2 saisons, 2 titres. 98-99. Avant ça, le Barça attendait un titre depuis 94 et après ça, c'était 2005. Je dis pas que c'est grâce à lui. Ouais, après c'est un Barça, c'est un championnat d'Espagne globalement. Même si le Real va gagner avec des champions en 98. C'est un championnat d'Espagne pas ultra costaud et c'est un Barça qui se fait 2 fois de suite sortir en phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est pas un non mais Barça. C'était juste que c'est marrant en fait de voir qu'il est là à chaque fois au bon moment et clairement. Que ça peut pas être, c'est pas un hasard de partout, loin de là. Après par contre à l'inverse, la toute petite limite que je mettrais, parce qu'il faut bien en mettre un petit peu sur son passage à l'OL, c'est que les 2 saisons du titre, c'est ses 2 moins bonnes saisons à Lyon parce qu'il est embêté par des pépins physiques. Il fait moins de matchs, un peu physiquement, il marque moins, il atteint pas les saisons à 20 buts, c'est les 2 premières, c'est pas les 2 dernières. Et donc son impact sur les saisons où on est champion de France, où l'OL est champion de France, il est moindre. Et on va dire qu'il a assuré cette transition par rapport à la place de l'OL sur l'échelle européenne aussi. Quand il arrive, l'OL vient de faire un quart de Coupe de l'UEFA, si je dis pas de bêtises. Sorti par Bologne. Avec lui, il y a quelques coups d'éclat comme le Bayern, la victoire contre le Bayern, etc. Mais tu passes pas vraiment un cap. Et c'est après son départ, par exemple, qu'il y a un quart de Ligue des Champions contre Porto. Mais bon, c'était juste pour mettre une petite limite, il en reste pas moins. Mais au final, pour te rejoindre sur ça, alors peut-être c'est qu'une impression personnelle, mais je trouve que maintenant, quand on parle du symbole d'Oleg, on va parler tout de suite de Juninho. Et je trouve que, comme tu disais, ces 2 dernières saisons, elles sont un peu sur la phase descendante. Et je trouve que aussi ça joue un peu sur l'image
par rapport à Paoletta, par exemple, sur l'image d'idole de Germain. Je pense qu'au final, Anderson, pour les gens qui ont commencé à regarder le foot de l'OL vers 2005, quand ils vont faire leur classement du 11 type, du 11 classique, je suis pas sûr qu'ils mettent Anderson. Tu mettras plus facilement Benzema peut-être, ça se trouve que. Et du coup, je trouve que c'est aussi un petit point négatif peut-être sur le vrai impact qui est peut-être pas reconnu non plus à sa juste valeur de Anderson de nos jours, je trouve. Et après, pour rejoindre ce que disait Arthur, c'est vrai que cet impact un peu immédiat qu'on peut voir d'Anderson, on l'a vu aussi même à l'OM, quand il arrive en 93-94, c'est un OM en reconstruction, un petit peu en phase de transition, parce qu'il y a l'affaire VOM, les caisses elles sont un peu vides, il arrive dans un contexte pas facile, il arrive en novembre, et il va marquer 16 buts en 20 matchs, il est associé à Rudy Voller, bonne petite paire d'attaquants, et derrière, Marseille est vraiment relégué en deuxième division à cause de l'affaire VAOM, et derrière il est obligé d'aller à Monaco. Mais en fait, Anderson, c'est un joueur qui, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur son intégration assez facile dans les équipes. C'est un joueur qui va te faire passer un cap naturellement parce que c'est un très bon attaquant que tu peux utiliser de différentes façons et qui va te permettre de jouer différents types de jeux. Et c'est ça vraiment que je trouve qu'on valorise peut-être pas assez maintenant avec le recul qu'on a chez Sonny Anderson. Oui, parce que dans le profil technique, on avait un joueur effectivement que tu aurais pu mettre à droite, à gauche presque, parce que dans la panoplie des buts, tu vois un joueur qui est capable. Il y a beaucoup de buts déjà en pleine course où il arrive à frapper en bout de course et c'est un geste qui est très difficile à réaliser. Et puis tu as tous ces buts où il rentre, que ce soit du côté droit ou du côté gauche, les frappes du gauche, du droit, alors là il n'y avait pas de problème. Enroulé, coup de pied, il y avait un peu toute la panoplie. J'ai moins de souvenirs du côté de l'aspect aérien, mais beaucoup de joueurs de tête très neutres. Voilà, donc il n'y a pas cet aspect-là à la panoplie, mais sinon un joueur, un attaquant capable de couvrir toute la ligne d'attaque avec plutôt pas mal de facilité. Une autre limite que je voulais souligner moi quand même, c'est que j'ai l'impression que chaque fois qu'il a été soumis à une rude concurrence, c'est là qu'on a vu le plafond, avec deux exemples principaux qui sont le Barça où il ne parvient pas à s'installer dans cette attaque bien garnie, et puis la sélection brésilienne. Parce qu'un joueur de son CV... Après la concurrence en sélection brésilienne. Non, mais c'est très dur. Mais c'est très dur. Mais à la fois, on parle d'un joueur qui a marqué l'histoire de l'OL, qui est allé au Barça, etc. Et vraiment, il a pas existé en sélection brésilienne. Faudrait que je vous retrouve 6 sélections, 1 but. Il y a Romario, il y a Bebeto, il y a Ronaldo. Rivaldo, même. Ouais. Il y a Rivaldo. Ouais. Tu prends tous les postes offensifs, t'as Leonardo, t'as Denilson. Enfin. Et après, même sur la Coupe du Monde 2002, où tu peux te dire, voilà, à Lyon, il a encore un bon niveau et tout. T'as les Ronaldinho, Kaka qui commencent à arriver. Enfin, le secteur offensif du Brésil, fin des années 90, début des années 2000, c'est costaud quand même. Ouais, bien sûr. Au final, même à l'échelle européenne, tu as même un Giovanni Elber qui potentiellement beaucoup en termes de statistiques, beaucoup plus buteur et qui joue pas en sélection non plus. Ouais, clairement. Parce que voilà, c'est vrai qu'on a cette image de l'OL d'aujourd'hui, d'aujourd'hui c'est peut-être un peu plus compliqué, mais de l'OL qui était vraiment lancé sur la voie de ces années 2000 où il a tout raflé. L'OL de Sonny Anderson, ça reste un OL dont la renommée est cantonnée à la France. Voilà, l'Europe ne s'inquiète pas de ce que devient l'Olympique Lyonnais au moment où Sonny Anderson part en 2003. On ne se dit pas que Lyon, c'est un candidat pas crédible, mais un outsider, un vrai outsider pour une demi-finale ou une finale de Ligue des Champions. Ça va le devenir après. Donc du coup, son impact à Lyon, je pense qu'il n'avait pas un impact démesuré dans le regard des gens à l'international. On va pouvoir passer à l'ami Djibril Cissé. Est-ce que vous avez 10 minutes devant vous ? Je vais refaire un petit peu son CV. Alors Cissé, il a 39 ans, 1m82. On a 3 attaquants de gabarit à peu près équivalents en termes de taille. Auxerre, Liverpool, Marseille, Sunderland, Panathinaikos, Lazio, QPR, Al-Gharafa, Kuban Krasnodar, qui n'existe plus aujourd'hui, Bastia, JS Saint... Alors là, on part du parcours amateur. JS Saint-Pierroise et puis Yverdon Sport en 3e division suisse, si je dis pas de bêtises. Sacré stat à Yverdon Sport. Il a des très belles stats, je les ai pas prises en compte, vous m'excuserez. 24 buts, je crois. Et le Panathinaikos Chicago, 4e division américaine depuis là. 4e division. Non mais un jour, ça va finir comme ça à force. Cissé, c'est un parcours assez sinueux, mais un parcours qui, au tout début, est celui d'un crack en fait. C'est les débuts d'un joueur, d'un potentiel joueur star
que l'Europe va même plutôt s'arracher, entre guillemets, après sa belle expérience à Auxerre. C'est le visage d'un attaquant qui détonne aussi par rapport à ce qui se fait à l'époque. C'est un attaquant qui mise sur sa vitesse, alors qu'on est plus sur du jeu de l'attaquant de pointe un peu à la Inzaghi, où ça reste quand même assez cantonné dans la surface de réparation. On n'a pas en parlé tout à l'heure d'Anderson qui avait cette capacité un peu à décrocher ou à s'excentrer. C'était pas la norme comme on peut le voir aujourd'hui avec des Mbappé ou tout ça. Il arrive aussi dans un Auxerre où il doit succéder quand même à Stéphane Guivarch ou à Steve Marley avec qui il joue un peu. Mais c'est quand même un passage de flambeau qui est assez compliqué à gérer. Et malgré son jeune âge, il arrive quand même à porter sur ses épaules cet AJA et à le remettre un peu sur la carte de la France. Ils finissent souvent dans le top 4, voire dans le top 6, voire top 4. Ouais. Et au moment de son départ, tu retrouves un peu un AJA dont pas tout le monde se fout, mais qui reste dans le ventre mou de la première division, parce que oui, ça s'appelait la première division à l'époque. C'était pas la Ligue 1 Uber Eats. Et ça montre aussi l'impact qu'il avait dans cet Auxerre de Giroud, comme tu le disais Geoffrey, symbole avec cette génération, Capo, Mexès. Et je trouve que ça montre aussi cette force de caractère qu'on va retrouver un peu plus tard dans sa carrière. Mais on y reviendra après, je pense. Ouais, c'est vrai que tu as vraiment raison sur le côté ovni. C'est un ovni pour l'époque Cissé. Déjà parce qu'en effet, ultra puissant, ultra rapide. C'est pas du tout ce dont on avait l'habitude chez les attaquants. Qualité de frappe monstrueuse. Il envoyait des parpaings incroyables. Et ultra spectaculaire. Parce qu'il était très rapide, d'une souplesse énorme. Il faisait des gestes acrobatiques. Je me souviens d'un but contre Paris où il met c'est un espèce de ciseau, mais ouais, voilà, c'est un peu entre la bicyclette et le ciseau. Il va chercher la balle à 2,50 m. Je pense qu'il aurait pu dunker tellement il était haut. Franchement, impressionnant. Très bon joueur de tête. Il avait un profil vraiment très atypique. Et moi, à l'époque, dans cette division 1, comme tu dis, c'était le joueur qui me faisait le plus peur. Quand Paris jouait au Auxerre, je me disais, il peut se passer quelque chose à tout moment avec ce mec-là. Il était incroyable. Bah, il faisait peur à toi et puis à tout le monde. Et il était du coup attractif à l'étranger. On entend parler de lui à 18 ans quand même. Première saison de référence, 19 ans. Coupe du Monde 2002, il est en équipe de France, c'est le plus jeune de la liste. Là où Paoletta et Anderson, tu entends parler d'eux à peu près autour de 22 pour Anderson et 24 pour Paoletta. Donc c'est un joueur dont on a entendu rapidement parler. Et juste pour revenir sur le côté, dans le profil, sur le côté qualité de frappe, c'est quelqu'un qui avait une grosse puissance de frappe. Mais par contre, en termes de maîtrise des surfaces du pied, etc., on en parlait un peu en off avant, Djibril, il connaissait surtout le coup du pied, et l'intérieur, extérieur, c'était un peu moins ça. Mais par contre, un jeu de tête, voilà, tout à fait correct. Mais quelqu'un quand même à qui on a reproché sa maladresse dans de nombreux clubs, et notamment à l'OM, ça lui a coûté un passage difficile avec même des sifflets des supporters. Ouais, pas toujours clinique dans la finition, clairement. Mais je trouve que Cissé, c'était vraiment le mec qui était fort quand il pouvait être spontané dans ses gestes. Mais par contre, dans les face-à-face, pas du tout clinique. En effet, beaucoup de ratés. À l'OM, t'as ce duo à l'époque, Cissé-Niang. Bah, ils avaient un peu les mêmes défauts à ce côté-là en finition. Niang, pour le coup, a réussi vraiment à un moment à passer ce cap d'être un excellent finisseur devant le but. Je trouve que Cissé, ça lui a finalement toujours fait défaut. Il n'a jamais été un finisseur très clinique. C'était un joueur qui avait besoin d'être dans l'instinct pour être très fort dans la finition. Il y a une chose à laquelle on ne peut pas éviter quand on parle de Cissé, c'est évidemment ces grosses blessures qui vont être les balises de son passage à Liverpool, c'est-à-dire arrivé à Liverpool, quelques semaines après, il se fait une grave blessure, donc fracture tibia péroné, et à la fin de son expérience à Liverpool, juste avant ce qui était censé être une Coupe du Monde pour lui, il se fait une deuxième fracture tibia péroné, et donc il y a forcément ce côté what if, qu'est-ce que serait devenu Djibril Cissé sans ces deux blessures qui sont arrivées à des moments terribles pour lui, au moment où on se disait il peut décoller et au moment où on se disait il va jouer un mondial avec l'équipe de France. C'est un attaquant qui jouait beaucoup sur l'explosivité, sur la vitesse, et quand tu te fais deux blessures comme ça, coup sur coup presque, forcément ton niveau au retour il s'en ressent. Et comme je le disais pendant l'échauffement, 2006 a été une vraie bascule dans sa carrière. On n'a jamais retrouvé l'attaquant véloce, explosif, comme on a pu le voir à Auxerre, et même un peu à Liverpool, parce qu'au final,
Son expérience à Liverpool, bon, c'est pas... quand tu regardes les stats, c'est pas folichon. Mais il faisait quand même partie intégrante du groupe. Il a une Ligue des Champions à son palmarès, malgré tout ce qu'on peut dire. Il était là en 2005. Donc, Et il joue, il met son tir au but dans la séance. Donc, c'est comme vous dites, c'est vraiment un what if de ce qu'aurait pu être la carrière de Cissé sans ces 2 blessures. Et puis chez les Bleus, c'est un double what if en fait. Parce que Cissé, il est parti pour être titulaire à la Coupe du Monde. Parce qu'en fait, Domenech, il installe un 4-4 de losange improbable sur les matchs amicaux, avec Makelele, Malouda et Vieira qui sont devant lui, Zidane en 10, et devant Henry et Cissé associés. Et en fait, la blessure de Cissé fait que tu vas complètement rebattre les cartes, et derrière mettre Ribéry finalement titulaire dans un 4-2-3-1 pendant la Coupe du Monde. Ça commence contre la Suisse, et derrière ça bouge pas. Et en fait, ça fait 2 what if, parce que tu vas en finale de Coupe du Monde dans une configuration sur laquelle tu n'étais pas forcément parti. Et Cissé, je pense, aurait très bien pu avoir le rôle qu'a eu un Louis Saha, qui était un peu cet impact player en sortie de banc, ou un Wiltord, ces mecs qui sortaient du banc dans cette Coupe du Monde 2006. Il aurait pu aussi avoir ce rôle-là s'il avait finalement pas été titulaire. Et c'est clair que ça change complètement la perception et aussi la carrière de Djibril, parce que peut-être que s'il n'a pas réussi à passer certains caps, c'est aussi parce qu'à un moment, il lui a manqué ces 6 mois, 1 an de jeu à haut niveau, d'opportunités, de progresser au contact du jeu. Bah, c'est simple en fait, après Auxerre, le seul moment où il joue pleinement sur une période conséquente, c'est au Panathinaikos. C'est le seul moment où on retrouve Djibril Cissé sur 1-2 ans, 2 saisons pleines, des buts, de la matière quoi. Parce qu'après, déjà à partir de Marseille en fait c'est compliqué. C'est pas fou à Sunderland, c'est cette parenthèse en Grèce, mais ensuite à la Lazio il part au bout de 6 mois, parce que c'est Klose qui lui est préféré. Ensuite, il y a 6 premiers mois chaotiques au Queen's Park Rangers, où il se fait expulser 2 fois tout de suite. Enfin bon, c'est un enchaînement d'expériences très mitigées. Le retour en France à Bastia, où il va atteindre la barre des 100 buts en Ligue 1, mais en fait, il joue avec une hanche extrêmement douloureuse. En plastique. En plastique, et non, mais c'est terrible. Mais ça dit aussi beaucoup de l'état d'esprit de ce joueur, et de la hargne, et de la passion du foot qu'il a. Parce que le côté passion, tu le retrouves dans sa manière de jouer, dans sa manière de célébrer ses buts. 98% de ses buts, c'est Cissé, il pouvait mettre le 4e but à la 89e minute, il hurlait, il courait vers les supporters. Et la passion pour le foot, dans le sens où là, il joue à Yvernon Sport, il va jouer à Saint-Pierroise, au Panathinaikos, tu ne peux que aimer le foot pour continuer comme ça en fait. Et ça, je trouve, c'est magnifique. Ça rejoint un peu, je peux en faire un parallèle avec Ben Arfa. C'est un joueur qui marche beaucoup à l'affect, et du coup, on en arrive aussi à cette relation qu'il avait avec Giroud, une relation de père-fils. Toutes les anecdotes comme quoi il va le chercher, il appelle le péage, ou Giroud appelle la discothèque pour savoir s'il est bien, s'il est bien dans son lit, ou s'il est en train de faire la Java. Ça montre aussi il s'est senti aimé, on lui a donné l'amour qu'il avait besoin, et il a jamais été aussi fort que quand on lui a donné ça en fait. Au final, quand il va à l'OM aussi, c'est aussi un choix de cœur. Il le dit clairement. Et je pense que aussi les sifflets l'ont beaucoup marqué. Mais moi, quand je regarde un peu les stats, son passage à l'OM, oui, il n'arrive pas à être clinique, etc. Mais c'est pas si dégueulasse que ça. Quand il revient de sa grosse blessure, il joue que 6 mois presque. Il met 8 buts. Et la saison d'après, il met 16 buts. Pour un attaquant, c'est pas non plus... Et son histoire à l'OM, elle peut complètement changer avec la finale de la Coupe de France 2007, où il met un doublé contre Sochaux, et au final, il la perd au tir au but. L'OM mène 2 fois sur 2 buts de Cissé, et il perd cette finale au tir au but. Je pense que dans la perception des supporters marseillais de Cissé, ça joue un rôle énorme. En fait, si Cissé t'offre une Coupe de France, alors que t'attendais un titre à l'époque depuis 14 ans, depuis 93, là, je pense que c'est autre chose, sa place dans le cœur des supporters marseillais. Ouais, c'est pareil avec les Bleus au final, où malheureusement pour lui on l'associe à 2002 et 2010. C'est quand même 2 compétitions particulièrement ratées. On va passer à un tout autre type, ça me fait bégayer, de joueur, Pedro Miguel Paoletta, qui a aujourd'hui 47 ans, 1m80. Alors il a fait beaucoup de petits clubs au Portugal, dont Estoril. Et puis ensuite, il débarque en Espagne du côté de Salamanque, qu'il fait remonter il participe à la remontée en Liga. Et puis ensuite, Deportivo La Corogne, où il est champion d'Espagne. J'ai découvert ça en préparant ce podcast. Puis Bordeaux et le PSG, où il va marquer, la Ligue 1 de son empreinte. Peut-être que Geoffrey, tu veux te lancer, on sent qu'il y a beaucoup d'amour.
Énormément d'amour. Et pour moi, quand je pense Ligue 1 des années 2000, jour de foot, les génériques, les multiplex, enfin voilà, tout ça, quoi, la Ligue 1, enfin la première division avec laquelle on a grandi, je pense à Paoletta en fait. C'est certainement le joueur qui, pour moi, incarne le mieux cette période de la Ligue 1. C'est le finisseur, pour moi, par excellence. J'ai pas vu en Ligue 1 sur cette époque-là un finisseur meilleur que lui parce qu'il avait toute la palette de l'attaquant, vraiment, et grande justesse devant le but. Et ce que j'ai toujours aimé chez Paoletta, c'est son physique de gentleman, de gendre idéal, que t'as envie de présenter à papa et maman, mais en même temps tueur de sang-froid. En fait, ça me fait penser à Kaiser Soze dans Usual Suspects. Tu vois, c'est un peu le mec, tu penses jamais que c'est lui qui va te planter, mais en fait, c'est le vrai tueur, c'est lui. Merci du spoil. Pedro, c'est vraiment ça. C'était le buteur, à la fois tout le temps sourire et en même temps un énorme tueur devant le but. Moi, ce que je trouve exceptionnel chez Paoletta, c'est... on reparlera après on aura l'occasion de reparler du joueur qu'il est. Mais c'est l'adaptation, en fait, à la France tout de suite. C'est-à-dire que le mec débarque à Bordeaux pour remplacer Sylvain Wiltord. Il fait 3 saisons à plus de 20 buts. 2 fois meilleur joueur de Ligue 1. Premier match, triplé. Et triplé pour le premier match. C'est Nantes, je pense. Ah Nantes, ouais. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus ? Moi, j'ai halluciné quand j'ai vu... je me suis refait des petits sujets sur Paoletta, histoire de me remettre aussi un peu dans le bain. Et il y avait un passage où ils interviewaient, à l'époque où ils martyrisaient tout le monde, ils interviewaient plein de gardiens de Ligue 1 en mode qu'est-ce qu'il faut faire contre Paoletta ? Et t'as du Landreau, t'as Jeannot, t'as plein de gardiens comme ça, et en fait personne ne sait quoi faire. Et ouais, il était considéré comme l'ennemi numéro 1, enfin le danger numéro 1 de la Ligue 1. Ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est sa qualité de contrôle. C'est qu'il avait une qualité de contrôle hors norme qui lui permettait en fait de se mettre tout de suite dans le sens du but et d'avoir la bonne position pour ouvrir son pied, dont on parlait tout à l'heure de son but contre l'OM où il fait son enroulé. On parle souvent des enroulés de Thierry Henry, mais les plats du pied côté opposé de Paoletta, c'est une merveille à chaque fois que tu regardes. En angle de derrière, c'est un bijou. Peut-être des trois, c'est celui qui est pas le plus individualiste, mais le plus buteur dans l'âme. C'est vraiment le vrai buteur, quoi. C'est pas celui qui va se décaler vraiment sur un côté ou quoi que ce soit. Lui, c'est vraiment sa zone. Je trouve que ça reste quand même l'entrée de surface, le rôle d'attaquant, quoi. Je suis d'accord parce que je pense que c'est aussi lié à son profil physique, c'est-à-dire qu'il était quand même vraiment pas rapide, il n'avait pas un grand dynamisme, quoi, pour le mettre sur un côté, c'était compliqué. Mais je trouve que son apport dans le jeu est quand même un peu sous-estimé. C'était un joueur de pivot très correct, assez bon dans le jeu en une touche, dans le jeu en combinaison. Il pouvait très souvent trouver des décalages. Je sais qu'à Paris, à l'époque, on jouait beaucoup avec des ailiers, soit dans des 4-4-2 ou dans des 4-3-3. Assez fort, plutôt juste en fait dans ces décalages sur les côtés. Et en fait, il a tiré tellement la défense dans l'axe qu'il avait très souvent à délivrer les petites passes et tout. C'est pas un passeur décisif dans l'âme, mais très souvent des avant-dernières passes pour après donner un bon centre. Je trouve qu'on sous-estime un poil son apport dans le jeu, même si je veux pas en faire un joueur de collectif exceptionnel non plus. Pour moi, par exemple, un Sonny Anderson est beaucoup plus complet de ce point de vue-là. Et sur son côté buteur, tu parles d'un côté renard des surfaces, il est quand même vraiment pour moi un peu plus que ça. Tu vois, c'est pas Pippo Inzaghi, c'est pas un mec qui va mettre que des buts de raccro. Beaucoup de coups de génie, des trucs qui sortent de nulle part. Je me rappelle d'un lob qui met avec Bordeaux au Parc des Princes à Casagrande, un but mais vraiment de 55 mètres, où il est limite dos au but, il a vu que Casagrande était avancé, il met un lob de 50 mètres. Des gestes spectaculaires, vraiment énormément de buts très spectaculaires. Je me souviens d'une volée à Nantes où la balle elle lui vient de derrière, il la prend, un geste ultra difficile et il arrive à marquer. Et même un des souvenirs qui me revient, qui n'est pas un but, c'est contre Auxerre dans un vieux match de Coupe de France. Il met une aile de pigeon sur un centre qui vient de la droite, aile de pigeon qui s'écrase sur la barre. Mais c'est un geste d'une pureté. Même l'aile de pigeon, il l'a fait, il est équilibré parfaitement. Vraiment, je trouve qu'il avait tous les gestes de l'attaquant. En fait, il savait comment faire pour marquer, quoi. T'as l'impression d'un instinct naturel chez lui de buteur. Ouais, même dans le domaine aérien, où c'était un joueur qui avait un bon timing, bon de la tête. Il manquait peut-être, un pied gauche un petit peu meilleur peut-être. Ouais. Voilà, mais pour vous rejoindre, effectivement, il y avait ce côté malice et compensé par soit la qualité de l'appel, soit la première touche, le manque d'impact physique.
En parlant d'impact, je trouve qu'il a eu la malchance d'être là aussi pendant l'ultra-domination lyonnaise, mais il n'a pas eu un réel impact sur les résultats de Bordeaux et du PSG. C'est-à-dire que Bordeaux, quand il arrive, à Bordeaux, il n'a jamais fait mieux que 4e. Je parle sur la scène de la Ligue 1. Et au PSG, il y a cette première saison, ils finissent 2e à 3 points de Lyon, si je ne dis pas de bêtises. La première saison de Paoletta au PSG. Et ensuite, c'est 9e, 15e, 16e. C'est un vrai regret parce qu'on aurait aimé, enfin moi en tout cas, j'aurais aimé voir Paoletta dans une équipe dominante et c'est un joueur qui a mérité de gagner des titres. Et ça, du coup, ça rejoint, j'en profite, une autre limite. Je trouve qu'il avait peut-être ce côté un peu trop cocon qu'il a eu à ses tout débuts au Portugal, où il est parti faire des essais à Porto et je crois à Benfica. Il en est revenu très vite parce qu'en fait, il voulait pas quitter le cocon familial. Et je trouve qu'on retrouve un petit peu ça ensuite, où il était très bien à Bordeaux. Ensuite, il était très bien au PSG. Alors, vous allez peut-être m'en dire plus. Est-ce qu'il a eu l'occasion de signer dans des plus grands clubs ? Et il y a quand même ce côté... Enfin, oui, il y avait l'OL, mais... on aurait aimé, quoi. C'est un petit regret quand même par rapport à la qualité du joueur de le voir dans un encore plus grand club. Déjà, je trouve que son palmarès, en effet, en championnat, c'est assez compliqué, mais son palmarès, c'est quand même un poil sous-estimé. Tu as 2 Coupes de France et 2 Coupes de la Ligue. Et à chaque fois, il a des impacts très forts dans ses victoires. Et il marque dans 3 des 4 finales que Bordeaux ou Paris gagnent. Donc je trouve qu'il était quand même impactant dans sa faculté à ramener des titres à son équipe. Après, en effet, en championnat, je pense que à Bordeaux, il a payé un Bordeaux un peu en transition. Et à Paris, en fait, on sort de cette saison où le PSG finit 2e. Et derrière, tu as Gabriel Heinze qui part, Juan Pablo Sorin qui part, Frédéric Déhu, Fabrice Fiorez, des joueurs vraiment très importants de ce groupe. Et du coup, derrière, c'est plus jamais la même chose parce que tu fais venir des joueurs bien en dessous, tu fais venir des Stéphane Pichot, Fabrice Pancrate. Enfin, en fait, il n'a jamais eu une équipe au niveau qu'il avait la première saison. Donc, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'en effet, il n'a peut-être pas eu la faculté à porter son équipe. Pedro, ce n'était pas un joueur capable de se créer une action tout seul. Il fallait qu'il y ait un collectif autour qui lui amène les ballons, qui lui fournisse des munitions. Il ne pouvait pas partir de 40 mètres et marquer un but. C'était pas du tout dans sa palette de jeu. Je rejoins un peu Arthur sur ce côté du fait qu'il n'ait pas fait, entre guillemets, passer ce cap au PSG. Je trouve que ça se retrouve aussi en sélection. En fait, il est avant CR7, c'est le meilleur buteur de la Seleção, mais il n'a pas d'impact en soi sur la sélection. Il marque 47 buts, mais tu en as 0 inscrit pendant l'Euro 2004, comme j'ai déjà dit. Il fait un match à l'Euro 2000. Et en soi, il marque 3 buts pendant la Coupe du Monde 2002, mais avec une élimination du Portugal. Il met un triplé contre la Pologne. Contre la Pologne, avec une élimination du Portugal au premier tour. Et au final, il n'y avait pas non plus une concurrence énorme. Sa concurrence, c'était Nuno Gomes ou Elder Postiga. C'était pas non plus... c'était pas Ronaldo, comme on a dit avec Sonny Anderson. Ça rejoint un petit peu l'analyse qu'on avait de la carrière de Lewandowski avec la Pologne. C'est-à-dire beaucoup de buts en éliminatoire contre des équipes un petit peu plus faibles. Notamment, il finit meilleur buteur des qualifications pour la Coupe du Monde 2006. Parce que 47 buts en 88 sélections, c'est un très beau ratio quand même. C'est plus d'un but tous les 2 matchs. Mais en effet, en grande compétition, impact négligeable, voire négatif. On va pouvoir passer au temps additionnel. C'est parti pour le choix final de chacun. Additionnel, 3 minutes minimum. 3 minutes de bonheur en plus. Geoffrey, on te laisse t'exprimer. Quel y a-t-il du suspense ? Ça s'impose à moi de mettre Pedro Miguel Paoletta titulaire. Parce que pour moi, c'est la Ligue 1 des années 2000, c'est Paoletta. C'est le meilleur attaquant pur des 3, le meilleur finisseur. Il a toutes les qualités qu'on demande à un attaquant parce qu'il sait toujours faire le bon geste quand il est devant le but. Aussi, on a un peu négligé sa faculté à mettre des coups francs, à mettre des pénaltys bien évidemment. Vraiment, il savait tout faire, Pedro, quand il était dans la surface ou à ses abords. Mais dans ce football des années 2000, c'était l'attaquant ultime de Ligue 1. Sonny Anderson, pour moi, sera mon remplaçant. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup apprécié, le sourire, la classe, et en même temps, comme vous le disiez, une vraie grinta, une vraie détermination. Il avait un peu ce mélange de la culture brésilienne avec une culture assez européenne, à rechercher l'efficacité plus que le beau geste. Et ça, j'aime beaucoup chez Sonny. Et Djibril, voilà, trop limité sur l'ensemble de sa carrière. Malheureusement, je pense que ça dépend pas de lui. Il a eu beaucoup de malchance parce que ces 2 blessures, c'est pas des blessures de manque d'hygiène de vie ou quoi. C'est vraiment de la malchance. Et après, voilà, la carrière, elle est un poil trop limitée. J'apprécie quand même vraiment sa capacité qu'il a eu à se réinventer sur la fin de sa carrière, à être un peu plus un joueur de surface que ce qu'il était au début. Mais voilà, par rapport aux 2 autres, ça soutient difficilement la comparaison.
David? Au départ, j'étais parti sur Paoletta, mais clairement, au final, j'ai changé. Et sans parler de l'affect, j'ai mis Anderson par rapport au poids qu'il a eu dans le changement de dimension de l'OL. Comme je le disais, on a tendance à trop sous-estimer son importance et son empreinte à cause peut-être du temps qu'a passé Juninho et de ce qu'il a montré. Mais le premier Brésilien à s'imposer, c'est Anderson et c'est ça. Et on oublie aussi un peu trop son passage à Monaco, où il finit quand même meilleur joueur de première division et meilleur buteur. Donc ça montre aussi qu'il a eu la capacité à être performant dans 3 clubs différents, même à l'OM, en France. Et donc je mets Paoletta en remplaçant parce que son statut de légende au PSG, avoir sa place dans l'équipe type du PSG, c'est quand même grandiose. Et pour Cissé qui restera au placard, en fait il y a trop d'interrogations, comme on disait, le what if à cause de ses blessures. Mais je mettrai quand même, pour finir sur une note positive sur lui, sur sa force de caractère, d'être revenu, comme tu disais Geoffrey, de 2 graves blessures, les mêmes, mais de 2 graves blessures, et d'avoir eu le mental de faire des saisons derrière avec toujours cet instinct de buteur qui le caractérisait. Je vais avoir le même classement que toi, David. De la même manière, j'ai longtemps eu Paoletta en tête pour ma place de titulaire, mais je vais mettre Sonny Anderson. Effectivement, moi aussi, je suis sensible à cet impact dans les résultats dans les clubs où il est passé. Ça a été un crack quand même. Il est arrivé jeune, il a performé jeune en France. C'est une petite différence avec Paoletta, qui n'a pas eu vraiment ce statut de petit crack. Il tente le coup en Liga. Bon, il joue pas énormément, mais il y a quand même 2 saisons au Barça, c'est quand même pas mal. Et puis, on n'en a pas parlé, mais il y a une fin de carrière tout à fait honnête à Villarreal, où il finit bien à Villarreal. Il fait beaucoup de matchs, il marque, il y va pas en tongs. Il va en demi-finale de Coupe UEFA, je crois. Donc une vraie belle expérience à Villarreal quand même, avant le Qatar. Paoletta, si je parle sensibilité footballistique, j'aurais eu tendance à le mettre lui en numéro 1 parce que j'adorais le joueur qu'il était. Et il incarnait vraiment une classe avec les intérieurs du pied dont on a parlé, les coups francs, la malice, beaucoup de choses que j'aimais et une vraie sympathie pour l'homme. Ce qui me manque, comme je le disais un peu plus tôt, j'aurais aimé le voir jouer dans une équipe qui jouait vraiment le titre tous les ans, dans un plus gros club, de le voir essayer après être passé en France, aller tenter une expérience à l'étranger. Et puis au placard, Djibril Cissé, comme avec Gourcuff dans un précédent podcast, le cœur me le met en numéro 1, mais c'est impossible parce que le problème, c'est que ce qui aurait dû faire la différence, à savoir son passage à Liverpool, il a été marqué certes par une Ligue des Champions, mais surtout par des grosses blessures. Donc malheureusement, le tournant, il est là et c'est ce qui fait qu'on est obligé, de par la suite de sa carrière, de le mettre au placard. Voilà pour notre classement. On attend le vôtre. Vous pouvez nous rejoindre notamment sur Clubhouse le lundi soir à 21h30 pour débriefer, prolonger même le débat et surtout vous donner la parole à vous. C'est ce qui nous intéresse dans ces moments-là. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous deux, Geoffrey, David, pour ce nouvel épisode toujours aussi plaisant à enregistrer. Et à jeudi prochain.